Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec et bienvenue au mois d'Halloween et à un film que ça faisait un esti de bout que je l'ai présenté à Seb puis que je pense pas qu'il a peut-être à côté ses attentes. J'ai hâte de voir parce que moi j'aime vraiment The Fog 1980 de John Carpenter. Et Seb, c'est pas ton premier John Carpenter. C'est pas mon premier John Carpenter. Je vais pas le dire, je me reprends pas, fuck that. John Carpenter. Il était écrit par lui et Debrail, qui était le même duo que pour Halloween, qui avait réalisé juste à... Parlant de Halloween, il y a une bonne portion du cast qui a suivi aussi. Oui, quelques personnes, effectivement. Quelques personnes. Mais, oui, c'est ça. Donc, Dean Cundey à la photographie, que c'est le même aussi gars à la photographie de Halloween 1978. Il est en quelle année, celui-là? 80. Donc, 2 ans plus tard. OK. Y a-tu le temps de faire d'autres films entre? Non, il avait fait... Je me souviens plus si Dark Star il était avant. Je pense que Dark Star était avant. Il a fait L'Assaut du Poste 13 puis Dark Star avant, je pense. Il a fait Halloween puis après ça, il a fait The Fog. Je pense qu'après, il a fait The Thing. Puis après ça, c'était Kristen. Je pense que c'était ce tour-là. Je sais pas s'il m'en manque un. Ah oui, non, il y a Escape New York après The Fog. En fait, il y avait comme The Fog, Escape New York, The Thing. Puis après ça, c'était Christine. Ben, un bon stretch, là, un bon stretch. Ouais, une bonne séquence. Ouais, fait que Seb, comment t'as trouvé The Fog? J'ai un peu mi-chaud, mi-froid. Comme, j'ai aimé bien les affaires, mais j'ai pas trouvé que c'était un... C'est pas un film que je pense que je vais réécouter. Non? Ben franchement, là, je suis content de l'avoir regardé. Il y avait quelque chose, mais j'ai trouvé que il s'est vraiment pas réinventé pour ce film-là. Il y avait des trucs qui c'était un peu simples. Les mécanismes, il n'y a pas eu beaucoup de kills. Il y a des trucs qui manquent, je trouve. Puis au niveau de sa formule là, d'un personnage un peu plus vieux, religieux, qui annonce la venue de quelque chose, c'est peut-être parce qu'on a fait Prince of Darkness avant, mais probablement qu'il a été fait après. Mais toi, t'as vu, 87, parce que toi, t'as vu Prince of Darkness, and the Mouth of Madness, exact. The Thing, Halloween. Je pense que c'est tout. Ouais, je pense que c'est ça. Ça fait que c'est ton 5e John Carpenter quand même. Puis celui-là, ben, nécessairement, il précède tous ceux qu'on a nommés, mais moi, je les ai pas regardés dans cet ordre-là. Ouais. Lui, au niveau du personnage religieux qui annonce la venue d'un grand mal, plus grand que tous les hommes, je l'ai déjà vu, là, comme de la part de John Carpenter. Je l'ai déjà vu. Fait que pour moi, il manquait un petit peu de nouveau dans ce film-là. Mais ça, c'est dû à mon cheminement, par exemple. Mais je comprends, exactement. Puis quand je l'ai écouté, parce qu'il fallait que je l'écoute pour l'analyser, c'est pour ça que j'ai commencé l'épisode en disant que je suis pas sûr si t'allais l'aimer autant, parce que j'ai vu les failles un peu plus. Mais moi, j'écoute ce film-là parce que c'est un film de mood. C'est un film de mood. Ça, c'est une de ses forces, ce qui réussit très bien. Mais c'est que j'adore le mood de ce film-là, puis c'est personnel au bout, là. Film d'horreur, bord de l'eau, ça sent la mer, ça sent les algues, on dirait. Ça met dans le mood. Puis là, en plus, avec la brume, ça m'a fait penser à quand je découvrais Lovecraft. Une des raisons pour laquelle je suis autant tombé en amour avec Lovecraft, c'est parce que je me suis préparé. J'étais allé faire un trip de moto en Gaspésie, OK? Puis j'ai dormi en tente au bord de l'eau. Fait qu'imagine, là, je sais pas si t'es déjà allé à Percé? Non. À Percé, au fond, t'as comme une genre de petite côte, puis en haut de la côte, t'as une croix, puis c'est à peu près le plus loin que tu peux aller dans ce coin de pays-là, puis après ça, t'as le rocher Percé au loin par là. Puis moi, j'étais sur le dernier camping avant de commencer comme la descente vers ça. Fait que, je lisais du Lovecraft sur le bord de la mer, j'avais l'odeur, j'avais les textes de Lovecraft qui dit comme les créatures qui viennent de là, puis tout. Puis quand moi, je suis arrivé à Percé, en moto, j'étais dans la brume, là. Exactement le même genre de brume qu'il y a dans ce film-là. Comme tu voyais pas 10 pieds en avant de toi. Épaisse. Comme je roulais à 70-80 km/h, pas de visière parce qu'il y avait assez d'eau dans l'air que les yeux, ça séchait pas. Tu sais, pour te donner une idée du mood. Fait que ça, j'ai aimé ça parce que ça m'a fait revivre ce moment-là un petit peu. Le village de bord de l'eau, l'odeur, puis le mood au fond, un petit peu... T'entends les roches des bouts de bois qui cognent. Trouves-tu qu'il fait Halloween aussi un peu? Puis, moi, je trouve qu'il ça fait Halloween parce vrai. que en bord de l'eau, il fait tout le temps un peu plus frais, un peu plus humide. Puis c'est une température qu'on associe beaucoup avec l'automne. L'humidité, il pleut beaucoup. T'as de la boîte. Ben, c'est aussi que le film est quand même sombre. Oui. T'as beaucoup... tous les fantômes, t'es vois juste en ombre un peu. Puis on dirait que ça fait... Ils font vraiment Halloween.
qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce film-là, c'est de un, le mood, puis de deux, que ça soit pas autre chose que juste une légende de Bordeaux. Oui. Au final, là, ce film-là, puis ça a été un bon move que le film commence avec un monsieur qui raconte l'histoire sous le bord du camp. Sinon, ça aurait pas eu la même portée. Parce que on dirait qu'à partir de là, c'est vrai que ce film-là, c'est pas plus qu'une histoire que tu racontes sur le bord du feu à tes kids pour leur faire peur. Mettons que tu habiterais dans un village côtier ou quelque chose comme ça. Puis on dirait que moi, ce film-là, quand je l'écoute, je le prends juste comme ça. C'est une 80s blanket pour moi, ce film-là. Comme on en parlait pour les Friday the 13th. Je trouve que je sais qu'il est pas malade dans la tête, même pour moi, je l'adore. Mais il est regardable. J'ai quand même apprécié mon écoute, mais il ressort pas au niveau des éléments qui fait que c'est un John Carpenter. La musique est là, elle fait bien sa job de créer un mood. T'as le prêtre qui fait très bien sa job d'avertir. Il avertit très bien la masse. Mais comme, pas aussi bien que Loomis dans Halloween, pas aussi bien que le prêtre dans... Qui est Loomis aussi. Dans Prince of Darkness. Quel autre dans In the Mouth of Madness, c'est différent un petit peu. T'as pas vraiment un prêtre, t'annonces la venue de... Mais t'as un prêtre psychotique. Un prêtre psychotique, mais c'est pas le même contexte. Mais tu sais, il y a certains éléments que j'ai trouvé plus faibles, mais en soi, c'est pas mauvais. Il y a... Ouais, c'est ça. Ça restait très regardable. Je comprends ton point, mais c'est ça. C'est parce que moi, je sais pas pourquoi c'est personnel avec ce film-là. Je pense que j'ai peut-être écouté vraiment plus jeune aussi. Quand j'ai découvert The Thing, après ça, je voulais écouter du John Carpenter, puis The Fog, c'était pas mal mon deuxième préféré après. Mais en l'analysant, c'est vraiment pas le deuxième meilleur de Carpenter. Quand tu analyses le film pour qu'est-ce qui est cinématographiquement parlant, il est quand même basic. Puis... J'ai hâte de voir le budget. Tu l'as-tu? Oui. Essaye-le. On est en quelle année? 80. On est en 80. Fait qu'on est après post-Halloween. Fait que les deux actrices qui étaient dans Halloween ont peut-être coûté un petit peu plus cher. Sauf si... Quelle autre actrice qu'il y avait à part Jamie Lee Curtis? L'autre gardienne, son amie Sassy, qui était l'adjointe de la genre de mairesse. C'est pas la mairesse, mais c'était... Ah, OK. Elle, c'était son oui, amie mon Dieu, t'es bon, j'avais oublié. Qui est la fille du shérif dans Halloween. Ouais, t'as raison. Elle joue le même genre de rôle. Ouais. Sassy. Ouais. Les deux jouent le même genre de rôle. Même que un moment donné, Jamie Lee Curtis a fait un genre de call que tu pourrais te dire comme c'est-tu juste la fille de Halloween qui se promène? Parce qu'elle dit on dirait que peu importe où je vais, il arrive tout le temps de la merde. Ouais. Puis là, comme à 2 ans d'intervalle, elle a pas le même nom de personnage, mais elle pourrait mentir. J'ai écouté une entrevue avec Jamie Lee Curtis par rapport à ça, puis elle a dit qu'elle trouve que c'est pas tant un grand film de Fog. Là, elle dit j'ai l'impression de bite the hand that feed you. Ah ouais. Mais elle dit, parce qu'elle a dit, sans John Carpenter, j'ai pas de carrière, moi. Elle dit, c'est vraiment lui qui m'a lancé, puis tu sais, je vais tout le temps être reconnaissante. Puis elle avait pas eu de job, hein, avant. Elle a dit, si t'étais dans un phénomène mondial, Halloween, ça a été immense, là. Ils ont fait tellement d'argent, puis ça a été tellement vu. Elle dit, tu t'attends que ça soit crazy, les téléphones, qu'on t'en parle, tout ça. Elle dit, moi, ça a été mort. Puis elle dit, je pense que John Carpenter sentait juste mal qu'elle ait pas de job plus, fait qu'il a donné ce rôle-là dans The Fog. Puis après ça, il y a eu la tax evasion au Canada. Qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y avait le droit à c'était comme il y avait des régulations. Puis il y avait juste le droit à 2 acteurs américains maximum. Puis tout le reste du cast devait être canadien. Okay. Fait qu'il y avait des gens qui pouvaient produire un film, pas avoir au lieu de payer des taxes. Fait que mettons là, que tu étais millionnaire puis tu avais 1 million de taxes à payer. Ben à la place de ça, tu prenais ton million puis tu faisais Prom Night ou Terror Train qui était là-dedans, ouais. Ça fait que faire un film au Canada, c'est un moyen de faire de l'évasion fiscale. Puis David Cronenberg est sorti de ce mouvement-là aussi. Cronenberg a pu financer certains de ses films grâce à ça. C'est le même qui est sorti. Puis t'as Terror Train qu'on a fait. C'est bien drôle qu'on a alloué ça. Ouais, ça a duré quand même quelques années, mais ça a créé un gros 80s slasher. Au fond, c'est à cause de ça que quand même Montréal, sur la scène de cinéma, on a des gros studios, puis il y a quand même une scène de cinéma. Là, Je sais pas si ça a été créé, les Mills ou ces choses-là en même temps, mais clairement, il y a eu beaucoup de films qui ont été faits au Canada, point, à cette époque-là à cause de ça. Terror Train était à Montréal, dans des hangars à Montréal. Ouais. Puis aussi, l'autre film, Prom Night, il était à quelque part au Canada. Là. Je pense que c'était en Ontario ou Vancouver, je me souviens plus. Mais elle a dit, après The Fog, c'est après que j'ai eu d'autres appels. Là, elle a fait The Fog, Prom Night, Terror Train. Elle a fait un autre film en Australie qui avait le même concept que nous autres en Australie.
je pense que ça s'appelle Road Game ou Road Game, je pense. Roadkill. Ouais, en 1981. Puis là, après, elle s'est dit, il faudrait que je fasse d'autres choses que des films d'horreur parce que c'était rendu vraiment une Scream Queen. Puis elle voulait un peu se dissocier de ça pour pas juste comme que ça stagne dès qu'elle a vieilli. Fait en tout cas, ça pour dire que elle disait que. Ça pour dire que j'ai pas répondu à ta question initiale du budget. Vas-y. J'ai le feeling que c'est sous le million, un genre de 750 000, 800 000. C'était 1 million pile. 1 million pile? Ouais. 1 million pile. Il y a un bon feel. Il y a du vieux effets spéciaux de superposition de pellicule, on dirait quasiment. Maquillage. Pas plus que ça parce qu'on voit pas. On voit presque jamais les créatures. Non. On les voit tu vraiment vois pas les dans kills la brume. non plus vraiment. C'est plus des légendes, comme tu dis, tu sais. Fait que... mais ce film-là... De ce côté-là, ça a pas dû coûter cher. Je le présenterai à mes enfants. C'est le genre que j'ai hâte de... Quand que je vais sentir, là, qu'ils ont un intérêt pour avoir un peu peur et tout ça. Si. Une histoire spooky, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que si tu présentes ça à un enfant qui est capable de tolérer un peu de stress quand même, ça peut être... Il n'y a pas de sacre, il me semble. Il n'y a pas de blasphème. Il n'y a pas de scène de... Il n'y a pas de sexualité. C'est sous-entendu qu'ils ont fait le sexe, mais tu sais, ils sont habillés, là. Ouais, c'est ça. Mais, mettons, ils ont écouté Ghostbusters, des choses comme ça. Ils ont vu des films plus de base. Quand tu veux essayer le step-up, The Fox, comme un 8 ans et plus, là, ça le fait, là. Moi, j'aurais écouté à 8 ans sans problème, ce film-là. Mais moi, je suis pas une référence. Ouais. Mais... Le film a fait 21 millions. Oh wow! Ouais, ce qui est quand même un facteur fin. Un bon facteur, là, ouais. Essaye de faire ça sur ton argent durant cette foutue récession. La maudite inflation! Ouais. C'est un bon facteur, là. Un bon facteur. Y a-tu une scène qui t'a plus marqué qu'une autre ou quelque chose que t'aimerais revenir par rapport au film là-dedans? Ou... Non, on peut finir l'épisode. That's it. C'est ça, The Fog, guys. Non, mais on peut faire un peu le pas à pas, là. J'ai aimé la scène d'ouverture autour du feu. Ça set le ton du film. Exact. Puis c'est le genre d'histoire qui se compte autour d'un feu quand t'es sur le bord de la mer. C'est sûr, je vais faire le coup à mes enfants. Il y a des beaux plans parce que, tu sais, quand ça monte du camp, puis après ça, t'as un espèce de plan de la ville à travers les branches. C'est un super beau plan, par contre. Niveau cinématographique, je pense que Dean Cundey était meilleur là-dedans que dans Halloween. Je trouve qu'il a filmé des beaux shots. Ouais, mais faire de la ville puis des espaces semi-clos versus faire du pan shot comme ça, c'est sûr. C'est plus prompt à ça déjà. Mais tant qu'à sauter à plein de scènes, là, je vais juste faire un petit résumé. Là. Dans le fond, Antonio Bay est une ville qui va être centenaire. C'est la fête des 100 ans de cette ville-là. Puis ils veulent faire une célébration pour ça. Mais finalement, tu apprends que la ville est construite sur un mensonge. Exactement. Ouais. Et elle est maudite. Ouais, exactement. À cause des premiers arrivants qui ont fait un deal avec des marchands. Puis ils ont volé leur or. Ils les ont meurtris, ils les ont tués. Mais dans le fond, c'est ça. Puis ils ont volé leur or pour fonder la ville au lieu de les aider. C'était des lépreux riches. Ouais. Ah, c'est ça. Mais c'est parce que eux, ils se sont dit, ben là, ils vont mourir, mais il veut conserver son trésor quand même. Fait qu'ils l'ont trick, puis lui, son bateau s'est écrasé avec son équipage. Exact. Puis ils ont volé son or. Exact. Mais là, c'est ça. Plein de trucs commencent. Le film commence, il y a plein de trucs qui marchent mal dans la ville. Tu vois Jamie Lee Curtis qui fait du pouce. Ouais. T'as la fille dans Creepshow qui est la DJ de radio. Oh oui! C'est elle qui joue Dans quelle histoire déjà, elle? C'est la mégère, la méchante blonde du gars là, dans The Crate. Celle qui me traite tout le temps comme une merde, son chum. C'est Adrienne Bardo, je pense, son nom. Je suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est ça son nom d'actrice. Elle a un nom un peu qui se prononce un peu à francophone. C'est elle qui joue dans Swamp Thing aussi, l'original, le film. Mais j'aime sa voix. Ce personnage-là, je l'aime. Ouais. Parce que du haut de sa tour, elle est témoin de tout, mais elle a une portée sur rien. À la fois qu'elle a une portée sur tout. Parce que c'est elle qui guide les autres personnages vers la sécurité, tu sais. Fait que c'est un peu comme c'est pas une dualité, mais ça montre un peu les deux côtés de la médaille dans le sens où animer une radio dans San Antonio Bay, village de 60 personnes, c'est pas transcendant comme travail, on va se le dire. Non, c'est ça. Mais de l'autre côté, c'est important. C'est important parce qu'elle fait
des messages météorologiques dans une météo qui change beaucoup, elle garde compagnie aux marins à la mer, elle les avertit des problèmes météo. Tout le monde écoute son poste radio. Tout le monde finit par écouter son poste radio, puis ça sauve des vies, entre guillemets, tu sais. Ouais. Fait que je trouve ça le fun. Ce qui est poche, c'est que narrativement parlant, t'as un personnage qui est tout seul. Ça, je trouve que c'est tough sur le film en longue, parce qu'elle t'es que le météorologue, à distance. Ça peut pas être juste autour de elle, le film. Non. Fait que je trouve que ça fait un peu mal au rythme du film, mais je trouve ça le fun quand même. Moi, je trouve que c'est elle la plus intéressante à suivre. Quasiment, c'est vrai que son kid, mais... Puis... Tom Atkins puis Jamie Lee, OK. Ils se promènent, tu sais, ils découvrent des trucs. Mais c'est plus elle que... On dirait que la menace est réelle. Oui. Tu sais, c'est les scènes avec elle que tu te dis, va peut-être se faire tuer. Même dans mon souvenir, je pensais qu'elle mourrait. Ouais, non. Mais elle se fait blesser. Elle se fait blesser, puis elle se fait sauver une extrémiste par le son de la cloche. Mais Tom Atkins, il jouait dans Creepshow, lui, avec. C'est lui qui refuse que son enfant prenne les BD. Qui est comme l'histoire qui rattache toutes les autres. Ouais. Ah, je me souviens pas. Mais il joue dans beaucoup de films d'horreur des années 80, Tom Atkins. Il joue dans Halloween 3 aussi. Il joue dans Creepshow. Il joue dans Night of the Creep, me semble. Fait que d'habitude, il y avait une moustache, là. Mais dans celui-là, il n'y a pas de moustache. Fait que c'est. Mais... Je trouve qu'il y avait une drôle de tête. Mais je trouve que ça c'est quelque chose. John Carpenter, il est bon à trouver des gens qui ont l'air quelconque puis leur donner une importance. Ouais. À vous. Oui, quand même. À vous, comme les cast-types de héros, genre. Bien bâti. Les héros des histoires de John Carpenter, je suis pas capable de dire son nom, je vais juste l'appeler John. Les héros à John, c'est juste des gens ordinaires. Moi, j'adore ça. C'est tough. Imagine Ou Kurt Russell. Tu passes du monde, man, en audition, là, puis faire comme, ouais, toi, t'as l'air ordinaire, mais tu sais acter, parfait. Ça doit être tough. Mais je sais pas si Tom Atkins, il y avait déjà quelque chose. Ah, peut-être. Parce que, exemple, Loomis, lui, il avait déjà une carrière là, dans les films d'hommes. Atkins, je me souviens plus si... Mais qu'est-ce que moi, je me souviens à la première écoute, ça paraît qu'il y a une bonne différence d'âge, Tom Atkins et Jamie Lee Curtis. J'ai été checker leur âge réel. Là. Il y avait 45 quand ils ont filmé le film. Jamie Lee, elle avait 22. Oh! Fait que quand même, là, je sais pas, c'est quand même... Ça paraît. Puis moi, j'étais comme... mais elle est clairement en fuite, là. Oui, elle, ouais. Elle fuit Michael. Elle fuit Michael. Clairement. Elle fuit The Shadow. The Shape. Mettons, il y a 3 pêcheurs sur l'eau. Ça, c'est nos premiers kills. Comment t'as trouvé cette scène-là, en général? Bien. Tu sais, eux autres, c'est des pêcheurs en mer avec une petite bière dans le nez. Ils donnent exactement ce fil-là. Ils commencent à avoir des événements. Les choses deviennent sérieuses rapidement pour eux. Ben, c'est que le brouillard va contre le vent. Ouais. Fait que là, ça, déjà, c'est bizarre. Mais tu vois que c'est des gens, je trouve que c'est crédible la façon qu'ils sont représentés, dans le sens où t'es en mer, tu prends une petite bière, mais ils sont tous au courant que cette année, il faut que ça redevienne sérieux, qu'ils partent les moteurs puis qu'ils bougent de là. Ils savent comment s'en sortir, puis c'est exactement ça qui se passe. C'est comme, ils se réveillent, OK, il y a de l'eau là, il y a la génératrice qu'il faut repartir là. Toi, tu vas, tu sais, ça fonctionne au quart de tour quand ils réveillent. Ouais. J'ai trouvé ça le fun. C'était bien fait. Leur espèce d'incrédulité face au genre de navire à voile des années 1800, je sais pas trop, qui débarquent. Je trouvais ça bien. Ils se font kill rapidement aussi. C'est swift. C'est bien. Parce qu'on est encore au début du film. T'as pas encore trop soif de plus. Fait que, ça répond à la demande. Puis ça crée la légende en même temps. Là, une espèce de fog légendaire. Elle arrive. Moi, je l'aime vraiment, cette scène-là. Là. Puis ils disparaissent. Je trouve ça nice. Mais tu sais, j'aime quand même ça quand les films m'en montrent. Mais celle-là, je trouve que c'est parfait qu'on dirait que ce soit pas tant démonstratif. Là. Ouais. Puis j'aime ça aussi après quand le petit gars est sur la plage. Puis là, il voit la pièce d'or. Puis là, finalement, ça se transforme en bout de bois. Tu sais, c'est vraiment un conte de feu de camp. Puis ça, cet aspect-là, c'est le fun parce que toi, tu sais, fait que tu le crois. Mais son comportement, c'est exactement celui d'un enfant qui rapporte un bout de bois qu'il a trouvé à sa mère. Ah, c'était une pièce, mais là, c'est devenu un bout de bois. C'est comme, c'est bon, t'as comme inventé 90% de ce que tu me dis. Beau bout de bois. Je t'aime. Ouais. Je t'aime. Merci pour ce bout de bois. Mais c'est ça, tout le long, il y a comme à partir de là, t'as Tom Atkins qui enquête sur comment les gars sont morts, puis il essaie de retrouver ses amis, parce qu'il était clairement censé aller virer une brosse. Mais à la place, il a fourré Jimmy Lee. Exact.
Puis certains pourraient dire qu'il n'a pas perdu au change parce qu'il est pas mort. Vivant, c'est ça. Parce qu'il est vivant. Certains pourraient dire que c'est mieux de vivant. Mais t'as aussi, c'est juste à cause que le prêtre qui est comme un peu alcoolique puis qui a trouvé un livre de son ancêtre. Son grand-père. Ouais. Qui est pas si loin que ça. Non, qui a trahi justement les Qui est un meurtrier. Ouais, mais lui, c'est un meurtrier gentil parce qu'il a gardé l'or. Parce qu'il trouvait que c'était un crime pas correct. Oui. Pour se repentir. Se repentir. Il se repentir parce que ce qu'il a fait, finalement, tu te rends compte que finalement, la ville n'a pas été fondée sur de l'argent volé. Parce que ce qu'il a fait, spoiler alert, c'est qu'il a fait fondre l'or, puis il a fait une gigantesque croix en or. Oui. Puis au lieu de la mettre à quelque part, il l'a cachée dans un mur. Beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Oui. Certains pourraient dire. Certains pourraient dire que cacher une croix dorée dans un mur, c'est une bonne perte de temps. Ouais. Mais qui sommes-nous pour juger? Jiminy, il retrouve c'est ce que je veux qu'il ressorte le plus de cet épisode-là. Certains pourraient dire. Certains pourraient dire. Jiminy Curtis puis Tom Atkins, quand ils retrouvent le cadavre, t'as un jumpscare pour rien du... Oui, ça c'est gratuit. Moi j'ai jumpé. T'as fait le saut? Oui, ouais. j'ai jumpé. Moi j'ai fait le saut une fois dans ce film-là. Lequel? Le météorologue. Quand il se fait chop quand il se fait pogner par le pic dans le cou, ça m'a vraiment fait le saut, je sais pas pourquoi. Ouais. Pourtant, j'avais toutes les... Je savais que ça allait arriver, mais c'est la musique qui fait genre... Ouais. Je me suis dit d'avoir là, mon système de son était dans le tapis, puis ça m'a fait le saut. Là. Je me souviens plus que c'était là qu'il mourait. Là. Mais cette scène-là est bien quand même. La mort du... météorologue, oui. Ouais. C'est sûr qu'il meurt. C'est ça depuis le début. M'excuse, j'ai baillé. Mais moi, je trouve ça vraiment cool que quand ils s'en vont à l'autopsie, le gars, ce cadavre-là, ça fait 6 mois qu'il est censé être dans l'eau. Comment ça? Il y a des poumons, il y a de l'eau dans ses poumons. Ouais. C'est intéressant. Déjà, dans cette interaction-là, le personnage, il prend le docteur de côté puis il dit... Là, le bateau avait l'air d'avoir été viré à l'envers, mais ce bateau-là, moi, je le connais, il ne va pas à l'envers. Il a clairement jamais viré à l'envers. Il y a des circonstances bizarres. Puis là, c'est là que le gars, il dit, ben, ce cadavre-là, j'ai déjà vu des cadavres qui ont passé 6 mois dans l'eau. Ça ressemble à ça, là. Ouais. Il n'est pas mort hier, ton ami, là. Peut te le jurer. Et à ce moment-là, le cadavre s'élève. Ouais. Mais ça, c'est les deux scènes, je pense que ça serait pas kid-friendly. Celle où le cadavre tombe parce qu'il a les yeux crevés. Ouais. Puis celle après où le cadavre il bouge pour aller vers Jiminy. Ouais. J'ai trouvé ça. J'ai aimé ça. Mais ça n'a pas rapport. Parce exact. Que ça n'a vraiment pas rapport. Il est hors de la brume, il se lève pour la poignarder. Pourquoi elle? Ouais. Pourquoi à ce moment-là? Non, ça n'a vraiment pas rapport, là. C'est pour te donner un petit quelque chose en premier tiers, fin de première tiers, fin de milieu du film. Là. C'est ça, parce qu'il manquait de péripéties. Ouais. Là. On va faire bouger le cadavre. Film ça. Faut que Jiminy a écrit. faut que Jiminy a écrit. Là. Parce qu'il y a quand même secondaire dans ce film-là, faut le dire aussi. Ouais, elle est accessoire. Elle est là pour donner une bonne raison au personnage de ne pas être sur le bateau. Mais là, après ça, c'est ça. Ça tombe la nuit. Puis là, le brouillard revient. La fille de DJ, elle remarque comme il est marqué « The Six Must Die » sur le bout de bois. Puis là, il y a l'eau c'est ça, il y a comme un genre de phénomène paranormal là, qui lui arrive. Là. Mais c'est là qu'elle voit encore le brouillard. Puis là, il est lumineux, comme qu'elle dit. Puis elle réalise que là, il y a quelque chose de dangereux. Fait qu'elle veut alerter son fils. Elle veut alerter le météorologue. Puis là, tout le monde autour d'elle commence à mourir. Mais elle avertit la ville pareil parce que après que le météorologue soit mort, elle a réussi à comme décrire les mouvements du brouillard. Ouais. Puis elle guide les gens vers la sécurité. Qui est l'église. L'église, parce que c'est là qu'ils doivent arriver. Fait que jusque-là, il y a eu 5 personnes qui sont mortes, qui disaient. Puis ça en prend 6. Puis là, le prêtre veut se sacrifier. Parce qu'il est sous. il est sous? Non, il veut se repentir. Non, il veut juste se repentir. Il veut repentir parce que la ville est créée sur un mensonge. Ouais. Mais c'est ça. À l'intérieur, t'as juste plein d'attaques de fantômes. C'est un peu confus là, si on essaie de l'expliquer. Ouais, puis c'est une belle scène. Somme toute. C'est super bon, mais il faut l'avoir écouté. C'est une belle scène, mais je pense pas qu'il y ait de valeur à ce qu'on vous la décrive pas. Non. La DJ se fait attaquer, elle, dans son phare. Pendant qu'eux, ils se font tous attaquer à l'église. Jusqu'à temps que là, le prêtre, elle rende la croix au chef. Avec les yeux rouges. Moi, j'adore. Je sais pas pourquoi cette scène-là, visuellement, là, tous les fantômes qui sont là, puis les fantômes qui avancent avec les yeux rouges, c'est exactement ça qui fait ultra Halloween dans ma tête.
Puis qui fait que je l'écoute en octobre. Ça fait menace légendaire, là, tu sais, les silhouettes noires avec les yeux rouges. Je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce qui a tué ton ami? J'ai rien vu, c'était juste une silhouette, genre... Avec les yeux rouges. Ça fait symbolique, beaucoup. Puis c'est ça, la croix est remise aux fantômes, ils disparaissent tous. Là, tu as l'impression que tout est correct. Puis le film finit sur un genre de... Une finale à la Carrie, là. C'est finalement, le fantôme, il revient puis il poignarde. Exact. Il poignarde la J'ai oublié, mais je dois te tuer. Ouais. The Six Must Die. Malgré que tu m'as redonné ma croix. Et voilà. Puis là, la fog s'en va, puis tout le monde est heureux. Ben non, il meurt. Ça finit avec le kill. Mais tout le monde est heureux sauf le prêtre. Tout le monde est heureux avant. Là, tu as l'impression que tout le monde est heureux. Puis là, c'est la fin Carrie, là. Ouais. Le prêtre, il se fait stab. Mais après que lui soit mort, tout le monde est sûrement encore heureux. Tout le monde devrait être heureux, effectivement, parce que là, il a son or, puis il a tué 6. Puis lui, il était sous l'ombre, puis il payait pas ses employés. Ouais, le brouillard devrait... C'est vrai, en plus, c'est vrai qu'il payait pas ses employés. Puis t'es avec une petite église. Je pense que son employé, c'est John Carpenter. Ah ouais? Ouais, je suis pas mal sûr, j'ai pas vérifié, mais... J'ai pas remarqué. Si c'est pas lui, il ressemble en tabarnak. Je l'ai pas reconnu, mais... C'est une petite église, il n'y a pas beaucoup de moyens. Tu devrais faire ça pour le bien de ta communauté. Effectivement. Fait que Seb, temps de l'Halloween, temps de notes et recommandations. Puis de la bière. Fait que... Le film que je t'ai peut-être trop vanté, ça fait longtemps parce que j'aime trop ce film-là pour la valeur que ça a. C'est un 6.5. On s'est pas étalé sur les détails parce qu'il n'y a pas une quantité de détails étonnante. Ben, parce que la force de ce film-là, c'est pas les détails, c'est le mood. C'est le mood. Puis en termes de mood Halloween, il remplit très bien son rôle. C'est une belle petite histoire. Comme en termes de recommandations, c'est pas le meilleur de John. Je vais pas me risquer à dire son nom. Mais c'est pas un mauvais film. Ouais. Puis si vous... OK, au niveau de la recommandation, si vous êtes à un moment où il est disponible, puis vous cherchez de quoi regarder, c'est à regarder. OK. Comme... Courez pas après, mais si non, c'est ça. Si vous l'avez déjà vu, puis que vous avez un souvenir de ce film-là, vous voulez le revoir, je pense qu'aussi il vaut une réécoute. Là. Il doit s'écouter. Moi, je pense pas que je vais le réécouter. Ouais. C'est que j'ai commencé l'épisode comme ça. Je suis pas certain que je vais le réécouter. Moi, je l'écoute à chaque 2 ans. Il est quand même regardable. Tu sais, il y a un feel. Peut-être la prochaine fois, je vais le regarder, ça va être pour le présenter à quelqu'un, par exemple. Ça, je serais content de le présenter à quelqu'un. OK. Mais quand même. C'est pas à se tirer dans les murs. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui se font des challenges, un film d'horreur par jour au mois d'octobre. Je le mettrais en début de mois d'octobre. Pas ton ouverture. D'accord. Mais pas ta fermeture, là. Pas pas tes gros films là, c'est ça. Ce film-là, c'est un 7-8 octobre dans ton mois là, de un film par jour. Là. Mais je trouve qu'il vaut la peine d'être écouté en octobre. Je trouve qu'il y a un mood. Ce film-là, c'est un film de... Moi, c'est un blanket. J'adore mes films blanket, comme je l'ai dit. Je mets ce film-là, mettons, j'ai une grosse journée où ça va pas bien. J'écoute ça, ça me relaxe. C'est un film qui... Je sais pas si c'est une bonne chose, mais qui demande pas une attention folle pour en profiter. Puis il y a des bonnes qualités. Il est bien filmé. Ouais. Il y a pas du gros gore que c'est déplaisant à regarder. Pas une quantité de kills à tout casser. Il y a de la bonne musique de John Carpenter. De John. John a fait de la bonne musique dedans. John a fait de la bonne job. Dean Cundey, il fait des beaux plans. Les acteurs sont bien corrects. Il y a un mood. Moi c'est... je vais avec une note de cœur parce que je sais que c'est pas une note objective. Mais ma note de cœur, moi, c'est un 8. J'aime beaucoup ce film-là. Il y a des films, comme exemple, on pourrait dire It Follow, que c'est nettement un meilleur film, mais c'est plus lourd à regarder. C'est plus de... Faut que mon cerveau soit allumé. Il y a de l'interprétation à faire. Il y a de la musique plus intense, tout ça. Celui-là, c'est un film que moi, je réécoute souvent à The Fog. Là. C'est une parfaite balance de qualité puis de 80s cheese fun, pour que comme ça soit... Puis l'ambiance. Encore une fois, moi, c'est l'ambiance de la petite ville maritime. Sentiment d'être un peu isolé, sentiment que c'est censé être full tranquille, film des années 80, je suis bien. Avant d'aller faire un trip dans un endroit un peu maritime, ça peut être intéressant de regarder ce film-là juste pour se donner un mood un petit peu. Là. Ouais, fait, moi je recommande... Ou du Lovecraft. Je sais qu'il y a plusieurs autres films qui vont être meilleurs, mais je le recommande quand même beaucoup parce que j'aime beaucoup ce film-là. Dans le cadre d'un défi Halloween, un film par jour, il peut très bien se classer dans vos 31 films à regarder. Ouais. Il y a quand même beaucoup 31 films. Là. Ouais, non, c'est sûr. Mais tu sais, je pense qu'il y en a sûrement dans tous les films qu'on a traités que tu as sûrement noté mieux
Oui. Plus que 30. Mais la réalité, c'est que si j'ai 31 films d'Halloween à regarder, je vais pas regarder 31 films de jumpscare ou 31 films d'analyse. Ouais, c'est ça. J'ai juste un cerveau, puis à un moment donné, il se réchauffe. Puis ça, c'est le genre de bon film qui rentre dans un défi. 31. Exact. Fait que Seb, moi, dans le recast, j'en ai 3. Je sais pas pour toi. Ah ben vas-y d'abord, commence. Brise la glace. Une grosse panne sèche, moi aussi, sur les recasts. Le père... Le prêtre? Le prêtre. OK. Il me faisait penser à Burt Reynolds. OK. À cause de la statue. Ah, ouais, Sa quand même. moustache. Oui, ouais, je comprends. Ouais. J'ai fait le lien direct. Puis, je sais pas le genre de performance, ça sûrement équivalente. Faudrait que Burt Reynolds il diminue un peu son sex appeal, son genre de cockiness, là. Mais ça je comprends C'est pourquoi. un petit village maritime. Un prêtre alcoolique, cocky, avec du sex appeal, ça peut fonctionner. Pourquoi pas? Si tu veux. Mais oui. Mais j'achète pas cher. Mais, Arabais. Arabais. moi, le raconteur d'histoire au début, c'est Donald Pleasant. Parce que pourquoi pas avoir Dr. Loomis qui raconte l'histoire du camp. Tu lui donnes une barbe, là. Voyons. On a vu, j'ai un autre Carpenter aussi qui était Invasion Los Angeles. Ouais. Ok, toi, t'as vu LA? T'as pas vu New York? Non, voyons. C'est quoi en anglais, asti? Escape New York? Non. Escape LA? Non. L'autre avec les aliens qu'on a fait au podcast au oui, début. They Live. Ben They Live. c'est un autre qu'on n'a pas compté. Parce qu'en français, c'est... Carpenter. Parce qu'en français, c'est Invasion Los Angeles. Mm-hmm. Mais c'est They Live. Puis dans They Live, le hobo, qui est en fait un agent, et dans ce film-là, il est sur le bateau. Je l'ai reconnu. Oh my God, j'ai failli le recaster pour le chef de... Le gars qui compte au début. Ouais. Puis avec du recul, un petit peu plus They Live, finalement. T'en parles souvent. Il faut que je le réécoute, je pense. Ouais. C'est un bon film, They Live. Moi, je pense que j'étais trop critique au début. C'était comme le 4e film qu'on faisait, là, ou 6e, je me souviens plus. Moi, je l'aime beaucoup, là, They Live. Mais c'est ton 6e Carpenter. Il y en a un autre que c'est un peu comme The Fog, que j'aimerais qu'on écoute. Christine, c'est pas tout le monde qui l'aime. Mais... Christine, il y a un remake aussi, hein? Ça, j'aimerais... Il n'y a pas de remake, Christine. Mais ils veulent en faire un. Ah, ok. Ouais. Oui, c'était basse parce que j'ai vu deux sets de artwork, peut-être. Je l'aime beaucoup, mais c'est comme un peu une commande après l'échec de The Thing. Christine, c'était un peu comme une commande, mais moi, je le trouve vraiment le fun pareil. Puis c'est une autre blanquette, là. Je l'écoutais beaucoup parce que il y avait Archie Mystère et compagnie. Je sais pas si ça disait quelque chose. Tu sais, Archie, quand il faisait au temps d'Halloween, t'avais-tu écouté ça un peu quand t'étais jeune? Non, pas tout. Moi, je disais les seuls Archie que j'ai lus, c'est les sets de BD, puis ceux qui étaient ces Bubblegum. Ouais, parce que t'avais Archie Mystère et compagnie, que c'était Archie, mais avec des histoires d'Halloween. Puis il y en avait un que c'était carrément Christine. Mais là, moi, je l'écoutais. Ma mère m'a dit ça, c'était un film d'horreur, mais Christine. Puis elle m'avait fait écouter le vrai. Depuis que je suis jeune, j'écoute Christine, puis pour moi, il est associé avec l'Halloween, à cause que j'avais écouté cette émission-là dans le temps d'Halloween, puis Christine aussi. Fait que j'aime beaucoup Christine, encore une fois, mais c'est pas dans le top Carpenter. Il n'y a pas autant d'interprétation, autant que sa trilogie là, de l'Apocalypse, on va dire. Mais quand même, ça reste appréciable. Regarde, je continue mon recast. Tom Atkins, celui qui couche avec Jamie Lee Curtis. Je trouvais qu'il avait une drôle de tête, puis je voulais un acteur plus jeune qui avait une tête un peu spéciale, qui aurait pu être avec Jamie Lee Curtis, puis les corps dont je vois moins. Ça fait beaucoup de critères, ce genre de voir. Will Poulter. Will Poulter, c'est, tu sais, dans Midsommar, c'est celui que tout le monde dit qui devrait jouer Sid là, dans Toy Story s'il le faisait en vrai. Là. Tu sais quel acteur qu'on parle, là, il était dans Where's the Millers. Si tu marques actor eyebrows, acteur sourcil dans Google, tu tombes sur lui. Mais je l'aime beaucoup, pour vrai, cet acteur-là. Puis demandez-moi pourquoi je sais ça. Seb et ses recherches obscures. Mais c'est lui que je mettais à la place de Tom Atkins. Joli. Bien. Puis le Weatherman. Oui. Jack Nicholson. Oui, caractère aimable. Pourquoi pas Jack Nicholson? On veut qu'il survive. Mais il meurt, là. Mais Jack Nicholson qui crouse l'autre Weatherman, il aurait été un peu plus Ça pourrait être pas pire. Ouais, un petit peu plus exagéré. Un petit peu plus... comment dire, excentrique, là, dans genre, hey, bébé, puis, tu sais, un peu plus, un peu moins drabe comme Weatherman. Mais on l'aime pareil, le Weatherman. Ouais, il est chill pareil. Ouais, c'est vrai. Il fait un peu, j'en ai un recast pour lui, là, l'acteur qui faisait Samwise Gamgee, qui était dans Stranger Things saison 1 aussi. Ah, ben oui. On l'aime, puis il meurt, puis il est chubby un peu. Ouais. Ça fit, ça. Ah, c'est bon, ça. Sur le fly. Je sais pas c'est quoi son nom, par exemple, mais Samwise Gamgee, tout le monde sait ce qui est. Oui, exactement.
Seb, t'as-tu écouté quelque chose de pas pire cette semaine? J'ai coché un bon élément sur ma liste. OK. J'ai regardé The Northman Oh! avec Geneviève et Benjamin. Avez-vous aimé ça? Moi et Ben, on a vraiment beaucoup aimé ça. Geneviève, elle a un peu moins trippé. OK. Je pense que elle s'attendait à autre chose ou c'est pas encore, c'est pas super clair pour moi qu'est-ce qu'elle a pas aimé. Elle trouvait pas ça assez épique qu'elle disait, mais Mon Dieu, c'est pourtant tellement épique. C'est épique puis tragique, fait que... C'est Macbeth, au final. Exact. C'est Hamlet, son Hamlet. nom? Non, mais je veux dire... Mais c'est Macbeth. Ok, en tout cas. Anyway, moi, j'ai vraiment aimé ça. T'as raison, je pense que c'est Hamlet qui est transposé. Son nom, ouais, c'est Hamlet, là. Parce que je ne savais pas que la tragédie de Hamlet de Shakespeare était inspirée d'un conte, justement, viking, là, supposément, puis c'est ça qui est transposé. Je savais pas non plus. Mais c'est quand même... Moi, je trouve ça impressionnant qu'il y ait comme une adaptation comme ça, qui est... J'aime, moi, le mix. Puis je sais qu'il y en a que ça les a rebutés, là. Exemple, je pense à Capot de Déjà Vu. Lui, il a pas aimé que ça paraît que ça soit un peu commercial, mais moi, j'ai trouvé ça cool d'avoir un auteur qui fait un film commercial. J'ai trouvé ça nice. Mais c'est commercial, mais c'est hautement artistique pareil. Ouais, là, je veux dire, j'ai trouvé. La scène avec les Valkyries, T'as des solides what the fuck, la bagarre sur le volcan, c'est extrême à la fin. Je pense Ben puis Geneviève n'ont pas aimé la finalité, la bagarre sur le volcan. Ils trouvaient que c'était too much, mais j'étais comme, c'est une tragédie, là. Mm-hmm. Comme, c'est too much, une tragédie. C'est tout le temps des fratricides puis des affaires comme ça, là. J'ai aimé les mécanismes de son arme. Je vais essayer de pas trop en révéler, mais le mood. Il y a des affaires qui sont surréelles, là, comme la passe du rituel. Ouais. Ça fait presque décrocher. William fucking Dafoe. William the fucking Dafoe. Qui est vraiment nice. T'as l'impression qu'au niveau légende puis au niveau contextuel, il y a des trucs qui s'est forcé à respecter. Quelque chose d'un peu plus, je vais dire, réel, entre guillemets, ou de plus historiquement vrai. Mm-hmm. Au niveau des prononciations, bon, on connaît son background à ce gars-là. Là. Puis, hey, l'acteur, a-tu l'air imposant, par contre? Il a l'air d'être capable de tuer tout ce qu'il tue dans le film. Quand il crie, man, puis qu'il bave, c'est sûrement eux autres, les barbares dans l'histoire, là, je sais pas, là, mais... Fait que là, t'as-tu vu Lighthouse? Non. Parce que t'as bien aimé The Witch, puis t'as bien aimé The Northman. Fait que Lighthouse, je te le conseille grandement, pour vrai. C'est le seul qui te manque du réalisateur. Fait que... Puis son prochain film, ça va être avec William fucking Dafoe, Nosferatu. Un remake de ça. Dis-moi que c'est lui qui joue Nosferatu. Oui, mais il a déjà joué en plus dans Shadow of a Vampire, Dafoe. C'est lui qui est dans... Shadow, ok, non, Non, pas What We Do in the Shadow, mais... Non, Shadow of a Vampire, c'est un film sur Murnau qui allait réaliser le film. Ok. Fait que le film Shadow of a Vampire, c'est quand même le fun. C'est Murnau, il aurait été réalisé le film, mais finalement, l'acteur qu'il a pris, c'est vraiment un vampire. Fait que c'est comme si Nosferatu était vraiment un vampire, mais il jouait Nosferatu. Ok. Fait que c'est super intéressant, mais là, Dafoe va jouer vraiment Nosferatu. Ok, cool. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai regardé. J'ai vraiment aimé Northman. Ouais. Je pense que je vais peut-être le re-regarder à un autre moment. Là, j'ai payé pour une location parce que Benjamin était là à la maison, se cherchait un peu de quoi à faire, puis c'était là. Mais je vais prendre le temps de le réécouter. Il y a des grosses symboliques quand même aussi. J'ai trouvé que c'était une petite coche en dessous de Green Knight, mais... Mais c'est tellement plus accessible. Comme... Ils sont comparables en termes de films d'époque, films légendaires, puis tragiques, puis des tragédies, puis c'est quoi le nom? C'est épique. C'est deux quêtes épiques. Mais Green Knight, ça fait tellement plus pédaler les méninges. Ouais. Tandis que celui-là est tellement plus accessible. Non, j'ai trouvé, moi, c'était un très bon film, là, pour vrai. J'ai bien aimé Northman. J'ai chaudement recommandé. Mais moi, j'ai écouté Le Petit Nicky avec Adam Sandler parce que j'avais le goût d'un film qui faisait un peu Halloween, mais un peu con aussi. C'est quoi ça, Le Petit Nicky? T'as jamais vu Le Petit Nicky? Je l'écoutais quand j'étais jeune, là, beaucoup. Là. Dans le fond, c'est Satan, il y a 3 enfants, dont un qui c'est Adam Sandler. Oh, c'est celui où il porte un genre de tuque puis un genre de manteau bleu. Ouais, exactement. Ok, j'ai jamais vu. C'est dans Les films d'Adam Sandler, j'en ai pas vu beaucoup pour Il va aller chercher, dans le fond, le but, c'est que là, le père, il fallait qu'il nomme un successeur pour les 5 000 ou 50 000 prochaines années. Puis il décide que ce soit lui parce qu'il trouve que ses autres enfants sont pas prêts. Fait que là, il y a 2 autres frères qui sont vraiment diaboliques, qui sont en crise. Fait qu'il passe dans la porte des enfers. Fait que ça fait que ça le gèle. Puis là, s'il revient pas avant je sais pas combien d'heures, Satan va mourir. Fait que Nicky, il faut qu'il retourne sa planète, capturer ses frères qui peuvent être de n'importe quelle forme. Mais
Pour vrai, il y a des jokes qui vieillissent mal, mais il y a des bonnes jokes pareilles. J'ai ri, j'ai eu un bon moment. Brain off as fuck. C'est pas le pays d'Adam Sandler, nos jokes, là. Ok. C'est pas le meilleur, là. On s'entend, t'écoutes Punch Drunk Love ou Uncut Gems qui sont complètement malades, les deux films, avant. Qui sont pas des films qui sont dans son corps. Non, c'est ça. Son corps étant des comédies légères, t'es un peu abruti, préchauffé. Les deux films que tu viens de nommer sont pas dans cette Non. Puis les autres sont les Shafty Brothers, puis aussi Paul Thomas Anderson. Fait que t'as des réalisateurs quand même solides, mais Adam Sandler est bon. Puis il est drôle dans Le Petit Nicky, là, pour vrai. Là, il joue là, il a le crush tout le temps, puis tu t'en fous, là. C'est léger, là. C'est vraiment léger. Cool. Ça fait un peu Halloween aussi parce que c'est en enfer, puis c'est ces thématiques-là, là, puis c'est vraiment con. C'est pas mauvais pour vrai. Puis sinon, j'ai écouté House of Gucci. Ok. Qui est un fucking train wreck. Ça me faisait capoter de voir tous les acteurs américains jouer avec des accents italiens, des Italiens. Fait que c'est un film comme d'Italien, mais qui est en anglais, avec du monde qui ont des accents italiens, dont genre Adam Driver. Rendu là, il aurait pu se forcer à ne pas leur demander de faire des accents. S'ils sont toute la gang pas italiens. T'as genre Jared Leto qui ont complètement changé, là. Il a l'air comme crissement gros, plus de cheveux. Il a l'air d'aimer ça, porter des perruques. Adam Driver... Lady Gaga. Lady Gaga joue très bien, pour vrai. Oh ouais, moi, c'était dans quoi déjà? C'était dans l'autre film où elle chante. Ouais, Star is Born. Star is Born, c'était un bon film, mais je trouvais que la faiblesse de ce film-là, c'était Lady Gaga. Ah ouais? Ah, je la trouvais pas mauvaise, moi, dans Star is Born. J'avais toute l'impression qu'elle lisait son texte. Ah. Je pense que c'est moi qui tenais la feuille. Peut-être. Mais c'est ça. C'est comme hypnotique à quel point c'est raté. Je me dis, wow, toute cette cast-là, toute cette réalisation-là, puis c'est... Mais ça, c'est souvent... hypnotisé par l'effet que c'est souvent un piège. Quand il y a trop de cast, ouais. Il n'y a personne qui shine. Mais ça dépend, là. Il y a des films, je te dirais que, exemple, Thin Red Line de Malik, il y a un esti de cast, c'est quand même bon. Ouais. Saving Private Ryan. Là, je donne des films de guerre parce que c'est ça qui me vient en tête, qu'il y a souvent des casts hallucinants. Mais dans des films de guerre, c'est des gros déploiements, là. C'est pas des films dans Ocean Eleven. Ocean Eleven, gros cast, quand même très le fun comme film, c'est bon. D'autres films. Ma liste de contre-propositions est maigre, mais tu sais de quoi je parle quand même. Oui, je sais, mais c'est... Je me mets... Généralement, dans la bande-annonce, quand je vois plus que 5 noms de grands acteurs ou d'acteurs très connus, tout de suite, je me méfie. Ouais. T'es un gars pessimiste. Mais, regarde, c'est ça pour dire que House of Gucci, c'est vraiment... Tu me le recommandes pas. Non, mais... C'est hypnotique pareil. Tu l'écoutes pis t'es pas capable d'arrêter de voir où est-ce que ça s'en va cette histoire-là. Pas pour les bonnes raisons. Fait que c'était quand même pas un bon film pour vrai. Mais bon, ça ressemble à ça. Petit mot de la fin, mon Seb. Un petit mot de la fin, comme d'habitude, un partage ou un like sur les chaînes ou sur Spotify aussi, ces affaires-là. Ça nous aide, toutes ces plateformes-là, mettez le plus d'étoiles que vous pouvez. Ça nous aide à se faire connaître, ça nous encourage à continuer, puis c'est toujours le fun. Envoyez-nous tous vos commentaires puis vos suggestions. Comme je répète souvent, on avance dans le programme, fait qu'on va finir par faire wrong turn. Non, mais comme je dis, vos suggestions ont de plus en plus d'importance pour nous autres. Envoyez-nous vos commentaires puis vos suggestions. Ça ressemble à ça. C'est ça. Attention à vous et bonne semaine.